Bonjour et bienvenue sur le logiciel qui marche à la perfection, le monde parfait où tout va bien, parce qu'on a tout pensé à l'avance et tout réglé de façon magnifiquement parfaite, de façon à pouvoir errer heureux. Errer heureux. C'est ce qui se passe quand on a tout prévu et tout planifié et qu'on n'a plus qu'à travailler sur des petites choses discrètes pour faire des petites améliorations quotidiennes ou alors quand on veut se lancer dans des grandes améliorations, ben on sait qu'on va se lancer on va se lancer dans des opérations qui vont provoquer des erreurs, mais c'est pas grave, elles sont légitimes et elles nous permettent d'avancer. C'est ça le monde parfait et magique. Par contre, dans la réalité, ça marche beaucoup moins bien, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, on va juste lire un article sur les origines de la folie humaine. Le titre n'est pas vraiment ce que ça contient, mais vu la densité d'informations qu'il y a dedans et vu son intérêt, notamment le thème central qui est abordé, autorise pleinement de se lancer dans une telle grandiloquence. Un article de Rorik Dupuis-Valder que nous adorons et même on en a fait un bouquin. Tous les articles de Rorik Dupuis-Valder sont disponibles ici dans euh, les livres partagés. L'intérêt aussi, c'est qu'à partir de là, on peut en extraire un e-book et tout lire chez soi. En tout cas, tous les articles parus jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est vraiment un auteur qu'on aime beaucoup. Et là, on va le lire textuellement parce que ça nous intéresse beaucoup, notamment en raison du fait que nous ayons relié ça à notre livre Logiciel mental, démons, déni et discernement. Comment fonctionne la psychologie? Qu'est-ce qui est à la base de tous les grands mystères de la perception de la réalité? On a la perception ici et la réalité qui est là-bas, loin là-bas, 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 là-bas. Entre les deux, il y a des petits points. Les petits points, ça fait 456 pages de texte. Et on aborde énormément de sujets qui sont qu'on retrouve, qui sont abordés dans cet article de façon extrêmement synthétique. Et pour ça, c'est très agréable à lire. L'omniprésence de la folie, de la perversion et de la violence pose un problème grave à l'humanité et menace la survie de la population restée saine. Menace la survie, hein. Heureusement, un corps majoritaire qui tente sans succès de comprendre tout en essayant de se préserver. C'est-à-dire que on va pas arrêter de s'empêcher de faire des commentaires entre les lignes, mais c'est très important. La présence des personnes malades cause une nuisance aux personnes saines et les personnes saines en souffrent. Et surtout, la chose la plus importante à savoir, c'est que lorsqu'on ne comprend pas la psychologie particulière d'une personne qui elle-même souffre, dans ce cas, nous-mêmes, on se met à souffrir. Ça fait partie des sujets qui vont être abordés en rapport avec les effets miroirs. Pour avoir les idées claires, il faut comprendre l'origine, la nature du mal qui les attaque, qui les concerne. La littérature regorge de phrases énigmatiques qui ont trait à ce mystère. Comprendre, seulement comprendre, comment de tels monstres sont possibles, avec parfois des éclairs de génie. Ils sont mauvais parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont bons. Ils sont mauvais parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont bons. S'ils savaient qu'ils étaient bons, ils ne violeraient pas cette petite fille. Faute d'explications objectives sur l'origine de ce qu'on nomme le mal, les récits mythiques ou religieux ont tenu lieu d'explications jusqu'à une époque récente. Or, voilà que depuis 2 décennies, de nombreuses publications neuroscientifiques, principalement aux USA, sont venues enfin nous éclairer sur ce phénomène énigmatique en mettant en évidence le rôle prépondérant de la maltraitance infantile
et en particulier des abus sexuels, sur la genèse de la pathologie mentale dans son ensemble, dépression, addiction, phobie, schizophrénie, etc. C'est-à-dire que, je le redis une deuxième fois pour que tout le monde soit sûr, il n'y a qu'une seule et unique cause à toutes les maladies mentales. Curieusement, on ne trouve chez nous en France aucun commentaire sur ces multiples publications, comme si ce sujet était chez nous tabou ou interdit. Il s'agit en fait d'une véritable censure, la même qu'eut sans doute eu à subir Sigmund Freud lorsqu'il découvrit cette réalité insoutenable en 1897 et qui l'obligea à opérer une véritable inversion accusatoire en faisant porter la culpabilité incestueuse à l'enfant lui-même, pourtant, à l'évidence, victime des adultes. Ce fut la fameuse théorie dite du complexe d'Oedipe. Et curieusement, c'est que ça que l'histoire a retenu. Entre parenthèses. L'enfant qui dénonçait un inceste devenait ainsi officiellement un affabulateur. Siège de fantasmes incestueux, tout comme ceux qui, de nos jours, dénoncent les horreurs réelles commises par les élites perverses sont taxés de complotisme. Et, entre parenthèses encore, on note qu'à toutes les échelles sociales, quand quelqu'un vient se plaindre, un enfant vient se plaindre des abus qu'il subit, on lui répond systématiquement en première approximation, non, c'est toi qui t'imagines des trucs. Allez hop, salut. Et il nous explique ici que c'est pas à Sigmund Freud qu'il faut imputer ceci, c'est au fait qu'il a été contraint de dire cela. Et que ensuite, il n'y a que cela qui soit resté principalement de sa science et de ses découvertes dans la culture populaire. Cette théorie inversée, qui transforme la victime en coupable, a eu de nombreux effets délétères sur les plans intellectuel et social. En particulier, entre parenthèses, il faut préciser que l'inversion accusatoire ainsi que ce qu'il appelle la théorie inversée procède elle-même de la psychopathologie et de sa propension naturelle à se répandre. En effet, puisque l'enfant a été déclaré incestueux, cela signifiait non seulement qu'il était sexualisé dès le départ, ce que démentent les données hormonales actuelles, mais aussi que la malignité et la perversité étaient inhérentes à la nature humaine et que seule une répression sociale pouvait amender cette nature profondément perverse polymorphe du petit homme. Il reste quand même qu'aujourd'hui, le terme de pervers polymorphe s'applique à tout enfant, non pas par culture ignorante, ou culture scientifique ignorante, ou par tradition, mais parce que c'est effectivement ce que Freud a compris, déclaré, et ce que la science a retenu objectivement, étant donné que tout simplement, l'empathie n'est pas encore suffisamment développée chez les enfants. Ce qui fait d'eux des pervers polymorphes et même des pervers narcissiques à tout point de vue. Et encore pire, même quand ils sont bébés, c'est sans aucune pitié pour la mère. Et tout est pour sa gueule. Et c'est normal, c'est un bébé. Plus tard, il se développera une théorie de l'esprit et des discernements successifs qui vont s'empiler les uns sur les autres afin de fabriquer un humain complet, intégral et émotionnellement viable, en tout cas empathique, capable de ressentir des émotions. Et donc de rétroalimenter son intelligence grâce à ces émotions. Et donc non stupide. Et donc, on continue. Une variante naturaliste de cette théorie fut le mythe jungien, donc de Jung, de la bête en nous, ou du saurien, qui attribuait la perversité à une nature bestiale archaïque, cruelle et incontrôlable, qui serait cachée sous des couches de civilisation. Raté, pour le moins qu'on puisse dire. À côté de cette hypothèse endogène du mal, il existait une autre version mythique qui attribuait le mal à un élément exogène introduit par effraction dans l'être humain. Mais là encore, deux versions s'opposent. Donc dans cette deuxième version, l'humain est bon, mais du mal est rentré en lui. Oh, ça, c'est tellement simple. Le mythe biblique du péché originel, qui consiste à céder à la tentation d'un tentateur pervers extérieur. L'être humain
victime de la séduction est ici estimé coupable d'avoir lui-même introduit le mal en lui par faiblesse, victime de son propre désir. Là, on est encore dans la pensée des préhistoriens quand même. Il y a un consentement à la séduction du malin dans la mesure où Ève n'a pas dit non selon l'adage qui ne dit mot consent. Croquer la pomme est supposé être un acte volontaire et libre, la culpabilité réelle, celle du prédateur, est ignorée par le mythe. On est vraiment dans la simplification, mais c'est pas grave. Deuxièmement, une autre version qui s'oppose, le mythe de la possession démoniaque, ici le mal s'introduit par une intrusion, du coup, violente, qui se fait sans le consentement de la personne, comme dans le mythe du vampire. C'est ici Satan qui s'empare d'une victime innocente pour la rendre à son tour maléfique et prédatrice. Là, on n'est quand même pas loin de quelque chose qui est constatable. Il s'agit ici d'un processus de transformation ou de métamorphose monstrueuse totalement passive où la culpabilité de la victime n'a pas sa place. La monstruosité se transmet passivement dans une totale impuissance et innocence de la victime. La destruction psychologique entraînée par l'agression va détruire chez la victime toute humanité, toute empathie, ce qui lui permettra désormais d'effectuer à son tour les actes monstrueux sans ressentir ni honte, ni regret, ni culpabilité. En réalité, ça ne détruit pas l'empathie, ça l'empêche de se développer. Mais c'est une parenthèse parce qu'on est encore dans un effet assez lointain, on est encore dans un point de vue très général et simplifié des choses. Cette dernière version est celle qui se rapproche le plus des faits réels, à ceci près que l'introduction du mal dans l'âme fragile et innocente de l'enfant se fait par une intrusion sexuelle par un adulte qui a lui-même été perverti sur le même mode. Elle se fait le plus souvent par une séduction rusée et insidieuse, non par la contrainte physique comme dans le viol. L'enfant est tétanisé, incapable de réagir, c'est pourquoi il en ressentira plus tard de la honte et de la culpabilité. Ça, c'est très important pour la suite. Le prédateur, quant à lui, ne se sent pas coupable de ses actes, comme on le voit dans tous les procès de pédocriminels, alors que paradoxalement, il se sent coupable et honteux de ce qu'on lui a fait subir à lui-même, au point de ne jamais oser en parler. C'est intéressant parce que là, entre parenthèses, je rajoute, il s'agit d'un déplacement. C'est d'ailleurs cette culpabilité injuste et obsédante d'anciennes victimes qui le hante et le détruit, et qui détruit chez lui toute humanité, sensibilité à la souffrance d'autrui. On voit que le mécanisme de propagation du mal est donc celui d'une inoculation suivie d'une transmission ou d'une contamination, comme c'est le cas dans l'infestation et la contagion microbienne. Le mythe du vampire est particulièrement parlant, car il comporte 3 éléments qu'on retrouve fréquemment dans l'abus sexuel. Le prédateur est un mort-vivant, c'est-à-dire un être détruit. La morsure, le viol, survient le plus souvent la nuit, quand la victime est endormie, ça c'est une parenthèse. Mais endormi, c'est psychologiquement endormi, c'est manipulé et c'est, on va dire, abusé mentalement avant d'être abusé physiquement. La victime, elle, est susceptible de devenir à son tour un prédateur sur le même mode si elle n'est pas secourue par un adulte fiable qui lui sert de tuteur de résilience. Et entre parenthèses, si ce n'est pas le cas, elle s'en construit un factice, mais cette construction factice ne sera rien d'autre que la continuité de ce qu'on appelle le mal. C'est-à-dire que ce sera un persécuteur intérieur, qui se prétend protecteur en plus. Hein. Mais ça, c'est une parenthèse. En fait, entre parenthèses encore, c'est que l'expression du fait que ce soit devenu un pervers narcissique et que de toute façon, lui, il n'a rien à se reprocher. C'est les autres qui ont un problème et pour leur arranger leur portrait, il suffit de leur taper dessus. Tout ceci, entre parenthèses, c'est vraiment important de s'arrêter un moment là-dessus. On parle d'une personne qui a subi des sévices et qui n'a pas été suivie, traitée suffisamment tôt, avant son passage à l'âge adulte, pour que elle en arrive à des situations relativement typiques de ce qu'on appelle des comportements autodestructeurs, comportements dangereux, et par la suite à devenir ce qu'on appelle aussi un danger
pour soi-même et pour les autres. Donc on continue. C'est ce phénomène de répétition qu'a précisément décrit Freud dans ses études sur l'hystérie, publiées en 1895 avec une exactitude presque parfaite. Tout cela restera occulté pendant plus d'un siècle sous la pression du lobby psychanalytique, particulièrement virulent en France. Il faut attendre les années 80 pour qu'un sociologue américain de l'université du New Hampshire, David Finkelor, redécouvre l'ampleur et la gravité du phénomène de la violence sexuelle faite aux enfants. Une autre étude célèbre, connue sous le nom de AC Study, menée en 1998 par Vincent Filigeti, professeur de médecine à l'Université de Californie, sur 17 000 patients, révélait le rôle majeur joué par les expériences traumatiques infantiles sur la genèse de la pathologie mentale. Mais ce n'est véritablement qu'à partir des années 2000, avec l'avènement des nouvelles techniques d'imagerie cérébrale comme l'IRM, IRMF ou l'optogénétique, que les chercheurs en neurosciences purent enfin établir la preuve objective des effets délétères produits par ces événements infantiles sur les structures cérébrales et neuronales. Je ne citerai parmi ces innombrables publications que les plus emblématiques d'entre elles qui mettent en évidence principalement deux choses. L'impact traumatique provoque des lésions de connexion neuronale qui relient le cortex préfrontal, rôle régulateur, au striatum, qui est le pôle exécutif. Cette déconnexion du cerveau limbique archaïque sous-cortical de son régulateur naturel, cortical, entraîne une dérégulation généralisée des pulsions, des émotions, des actes et des comportements qui caractérisent la psychopathologie dans son ensemble. Et là, on parle vraiment de le système limbique archaïque, donc hérité des ancêtres animaux, le cerveau préhistorique, qui agit de façon impulsive, qui normalement doit être modulé, contrôlé et vérifié surtout, validé par le cortex préfrontal qui, lui, compare, mesure des possibilités et choisit celle qui est la plus pertinente. Donc, le cortex, lui, il a le temps de réfléchir et de choisir et commet un acte libre. Seul le cortex préfrontal est la garantie de la liberté, du libre arbitre, c'est-à-dire du fait d'avoir soupesé différents choix sur une balance et d'avoir choisi une solution parmi les autres en disant celle-là, c'est celle que je veux, c'est celle qui me correspond. La déconnexion entre ces deux parties du cerveau fait que le cortex n'a aucun moyen de lutter, de rivaliser contre les pulsions animales qui surgissent. Elles surgissent avec une détermination, un déterminisme. Elles sont décidées à agir et rien ne les empêchera de passer à l'acte. C'est-à-dire, comme je l'explique dans le livre en résumé, le cortex préfrontal fait des choix et ensuite prend des décisions. Le cortex préhistorique, lui, prend des décisions et ensuite fait des choix dans l'optique de faire que cette décision soit accomplie. Et coûte que coûte, elle sera accomplie. C'est une pulsion. Et même si c'est une pulsion complexe, où il faut chercher l'approbation sociale, où il faut construire des preuves, où il faut préméditer son crime, aucun problème. Même s'il faut prendre tout le temps qu'il faut, le cerveau ne sert plus que de subalterne au cerveau préhistorique pour pouvoir arriver à ses fins. Et ces fins, elles sont ni réfléchies, ni sous-pesées, ni logiques, ni cohérentes. Elles sont autocontradictoires, elles sont autodestructrices. Il n'y a aucun problème, ça ne le dérange pas du tout. Je continue à lire. Une autre publication. L'impact traumatique déclenche une série de réactions biochimiques dans le cerveau, notamment en modifiant l'expression des gènes chargés de réguler le stress et l'humeur. Ces modifications dites épigénétiques vont entraîner des perturbations mentales considérables et durables sous forme, par exemple, d'anxiété, d'agressivité, de dépression, d'hyperactivité, qui vont perdurer la vie durant et retentir en cascade sur les générations suivantes par l'intermédiaire des processus épigénétiques. Les chercheurs en psychologie utilisent quant à eux des méthodes d'enquête et de recensement qui permettent d'établir des liens de corrélation statistique entre les événements infantiles et le devenir des patients à l'âge adulte. La remarquable étude de Paul Babington en 2011 à l'université du Collège de Londres, qui établit un lien causal entre des abus sexuels infantiles et la schizophrénie, marque, par exemple, un tournant dans l'histoire de la psychiatrie.
bien que restant ignoré de la communauté scientifique dans sa majorité, pour l'instant. D'innombrables autres publications attribuent à cette même cause les addictions, la dépression, le suicide, l'anxiété, les phobies, les agressions sexuelles, les troubles alimentaires, les difficultés relationnelles. Bref, l'ensemble de ce que l'institution psychiatrique nomme abusivement maladie mentale. Parmi ces études, une des plus récentes est celle de Jenny Knoll en 2021 de l'université de Rochester, intitulée Child Sexual Abuse of an Unique Risk Factor of the Development of the Psychopathology. Ce qui veut dire que l'abus sexuel chez les enfants est un facteur unique du développement de toutes les psychopathologies. L'abus sexuel des enfants est enfin reconnu comme une cause à part entière et une cause majeure de la pathologie mentale, en dehors des autres formes de maltraitance infantile, comme la négligence affective ou la violence physique, dont les conséquences sont plus réparables ou compensables. Toutes ces découvertes arrivent alors même qu'une vague de dévoilements et de révélations d'abus sexuels déferle sur la planète entière, confirmant l'intégralité et la gravité du phénomène. Pourtant, en France, rien ne semble bouger. En dehors de quelques soubresauts vite engloutis dans l'actualité quotidienne, la pathologie mentale reste la chasse gardée des institutions officielles que sont la psychiatrie et la psychanalyse, qui veillent au grain pour que le mythe de l'inconscient et celui de la maladie mentale restent opérants et que les violences sexuelles faites aux enfants restent un phénomène mineur et marginal dont il n'y a pas lieu de se préoccuper outre mesure. Alors que c'est le centre de tout. Et surtout, il faut bien préciser une chose, là c'est nous qui rajoutons cette information tant qu'à faire, c'est que la création des pervers narcissiques procède directement d'une déficience affective durant l'enfance. Les deux opposés marchent de la même manière, c'est-à-dire d'une défaillance, d'une négligence affective. Il faut savoir que l'abus sexuel est à 100% une négligence affective, puisque l'enfant ne reçoit pas les soins dont il a besoin pour se sentir en sécurité et s'épanouir. Mais aussi le contraire, un excès de soins, des soins excessifs, délirants, le fait de faire un enfant roi qui a le droit à tout et qui n'est jamais puni pour rien et à qui on excuse absolument tous les actes, c'est exactement le même résultat, c'est pareil, ça crée des pervers narcissiques. Donc des personnes qui n'ont pas développé de conscience de l'autre et qui ne peuvent pas se projeter dans les autres, hormis pour exister par eux-mêmes. Ce sont des gens qui ne peuvent pas aimer quelqu'un d'autre que eux-mêmes, tout le temps. Et tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils entendent ne peut être dans leur esprit qu'en rapport avec eux-mêmes. Après, il y a encore plein de choses à développer sur le PN, mais l'idée principale, c'est que c'est un psychotique, que ses relations sociales sont désastreuses, qu'il est extrêmement nocif pour son entourage, qu'on ne peut rien faire pour lui, qu'il faut le fuir, et que pourtant, conscient de ça, il se déguise en une autre personne pour pouvoir se faire des amis, pour pouvoir avoir des relations, pour pouvoir grimper dans l'échelle sociale, jusqu'au jour où ça explose et sa vraie nature se révèle. C'est-à-dire qu'il est capable de faire passer la normalité et la convenance comme une couverture, un masking de sa psychopathologie, du fait qu'il soit psychotique, du fait qu'il ait envie de tuer tout le monde en permanence, mais il se retient parce que ça fait partie de sa stratégie de conduite du crime pour qu'un jour elle puisse avoir lieu. Parce que sinon, si tout le monde fuit et que tout le monde s'en va, il ne peut pas commettre son crime. Il faut d'abord s'incruster dans la société et avoir de la puissance et du pouvoir. Et il ne fait que de construire sa capacité à commettre des crimes toute sa vie. Bref, c'était des commentaires personnels. Entre parenthèses, malgré que ce ne soit pas du tout son sujet de prédilection, il parle de énormément de choses dans beaucoup de domaines. On apprend ici que Patrick Dupuis, alias Rorik Dupuis-Valder, a travaillé comme médecin généraliste pendant 23 ans en zone rurale, diplômé de sexologie à l'université de Paris 13 en 98. Il a exercé la sexologie clinique pendant 13 ans à Périgueux, je ne sais pas où c'est. Il est l'auteur d'une théorie traumatique de la pathologie mentale intitulée Théorie des impensables, par opposition à la théorie freudienne de l'inconscient. Donc lui, il s'oppose à Freud un peu. En général, tout le monde s'oppose à Freud, mais aussi tout le monde reconnaît les succès de Freud et ce qui aujourd'hui continue à servir de référence dans la compréhension de la psychologie. Ici, il y a quelques références qu'il a données. Et donc, voilà, c'était un article sur la psychopathologie
qui recentre la nature des problèmes et qui remet la question de la maltraitance des enfants au centre de ce qui va constituer une structure sociale, ne serait-ce que fonctionnelle, toute la société dans son ensemble qui est impactée par ça. Et donc les dégâts sont magistraux, absolument incommensurables sur toute la trame de la société. C'est la raison pour laquelle ceci est un crime, parce que dans sa définition d'origine, l'éthique est ce qui se mesure par les conséquences. C'est par la mesure des conséquences qu'on évalue ce qui est ou non éthique. On ne peut pas le savoir sur l'instant. Et s'il y a des gens qui se posent la question, mais où est le mal? Ben, la réponse, c'est tu mesures les conséquences à court terme, à moyen terme et à long terme. Tu fais l'addition des frais que ça engendre et tu mets tous ces frais sur le dos du coupable d'origine. C'est ça, la morale. Ça sert à faire que la société soit fonctionnelle. Bon, bref, voilà. Merci d'avoir écouté. À bientôt.